Donc bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour ce webinaire organisé par l'Association des collectifs. L'Association des collectifs, nous, on est une asso qui regroupe des collectifs de salariés engagés pour l'écologie dans leurs boîtes respectives. On est là aussi et surtout pour outiller les salariés engagés dans leur entreprise, pour les aider dans leur transformation de l'intérieur, que ce soit les salariés engagés qui n'ont pas encore de collectif et qui souhaitent en monter un ou qui souhaitent transformer leur boîte de l'intérieur par des actions concrètes, ou des collectifs établis qui veulent mener des actions ambitieuses et à l'échelle de leur entreprise. On est aussi très régulièrement contacté par des bénévoles souhaitant nous aider ou des directions RSE. Bref, on essaye d'aider toutes les personnes qui nous contactent. Un des projets historiques de l'association, c'est d'outiller les collectifs sur les actions qu'ils ont envie de mener. Et en particulier, on a créé un outil qui s'appelle l'Atlas des actions, qui est une sorte de Wikipédia des actions déjà menées par des collectifs de notre réseau. C'est un outil qu'on vous partagera dans le chat. Il y a 85 fiches actions. Et on a envie de rendre plus accessibles ces fiches, de rendre plus concrètes aussi les enseignements qu'on peut en avoir tirés. Et donc on lance un nouveau projet de vidéo pour lequel on est en plein crowdfunding. Le crowdfunding se finit dans une semaine, donc on vous partagera ce lien. N'hésitez vraiment pas à contribuer, ça nous aiderait à le lancer. Ce webinaire est pensé comme un avant-goût de ces actions, un avant-goût pour vous expliciter à travers 3 exemples, 3 illustrations, ce que pourrait être ce projet. Je m'arrête là pour le préambule. Je vais passer la main à Massimo, qui sera votre animateur pour ce webinaire. Parfait, merci, bonjour à tous. Du coup, on a voulu vous mettre en avant 3 actions et avec 3 intervenants différents. Je ne vais pas parler beaucoup parce que 3 intervenants en 1 heure, on va essayer d'être efficace. Pour la première action, je vous propose de parler des achats responsables. Si ça te va, pardon Thibaut, je t'interromps au moment où je vois ça, mais si ça te Non, va, non, on peut c'est parfait. commencer par toi. Euh, je te fais une mini présentation et ce qu'on va faire à chaque fois, c'est un petit moment de présentation, un petit moment de questions. Donc, si vous avez vos questions, vous pouvez ou les poser dans le chat ou lever la main à partir du moment où la petite présentation sera finie. On va dire 8 minutes de présentation et 8 minutes de questions par personne. Et du coup, Thibaut a eu la gentillesse de venir aujourd'hui. Ce sera le seul qui n'est pas directement membre d'un collectif et qui est plutôt, lui, professeur d'achat durable, donc achat responsable, achat durable, donc plutôt connaisseur du sujet dont on veut vous parler. Tu as fait 20 ans avant, il me semble, en tant que dans la grande distribution dans les achats, et tu as fait une sorte de bifurcation à ta façon en étant maintenant professeur d'achat durable dans plusieurs écoles, dont la Regent School. Et si ça te va, j'ai 3 questions pour animer ce moment de présentation. Et pour commencer, une question de définition. Comment est-ce que toi, tu définis ce qu'est un achat responsable ou un achat durable? Eh bien, déjà, merci de m'accueillir. Oui, juste pour préciser, donc la Regent School, mais aussi les nouveaux géants, Maria School, j'interviens en tant que prof, en tant que formateur et aussi en tant que consultant. Donc, après ces 20 ans d'achat, j'ai compris qu'il y avait des choses à changer. Donc, les achats étaient une vraie porte d'entrée dans le durable. Alors, si déjà on commence par définir les achats responsables ou durables, je vais vous faire une petite différence entre les deux d'ailleurs. Vous me direz ce que vous en pensez. Déjà, acheter, hein, c'est échanger contre paiement, hein. J'obtiens quelque chose parce que je le paye. Donc déjà, on va définir le terme acheter, qui est important, qui est vieux, hein. C'est une activité assez ancestrale. Et si je devais définir les achats, je les définirais en termes finalement d'historique. Si on prend la période récente de l'économie mondiale de l'après-guerre, l'après-guerre, c'est vraiment la période où les achats, j'achète, j'obtiens un produit. On est vraiment ce que j'appelle les achats livrables, entre guillemets. On est sur des objectifs très court terme. Le seul objectif, justement, c'est d'avoir le produit. C'est une seule dimension. Je paye, c'est transactionnel. Je prends l'exemple, je vais chez le boulanger. Le boulanger me donne le prix de la baguette. Je lui donne la somme correspondante. Là, on est dans un achat de base. Après, dans les années 80, la mondialisation, ça devient de plus en plus la compétition. On parle d'achats que moi j'appelle rentables. Là, le profit rentre vraiment dans une phase de compétition forte. On va beaucoup parler de négo. Moi, j'ai commencé à travailler dans la grande distribution. La grande distribution, c'est à ce moment-là qu'elle naît, les grandes centrales d'achat. Pour être plus compétitif que le copain, il faut avoir les meilleurs prix d'achat. Donc là, la négociation prend une grande part dans les achats, ce que j'appelle les achats rentables. On est sur du temps un tout petit peu plus long, mais finalement, on reste dans du court terme, hein. C'est 1 an. Les objectifs financiers, c'est à 1 an. Un exercice fiscal, c'est à 1 an. Donc, on reste dans cette temporalité-là.
Il y a les achats responsables qu'on entend souvent aujourd'hui. Moi, je mets ça comme l'étape intermédiaire avant les achats durables. Pourquoi? Parce que les achats responsables, finalement, se développent dans les années 2000. Notamment ensuite, je pense que tout le monde connaît cet événement dramatique en 2013 à Dakar, où finalement, il y a 1138 personnes qui meurent dans l'effondrement d'une fabrique. Fabrique qui était utilisée par toutes les grandes marques de vêtements au niveau mondial. Donc, en termes de communication, c'est dramatique pour ces grandes marques-là, en dehors de la catastrophe humaine, bien sûr, mais du point de vue des marques, ils se rendent bien compte qu'il faut faire quelque chose. Et de là arrive la loi sur le devoir de vigilance que vous connaissez peut-être, qui arrive en 2017. Il y en a une aujourd'hui à l'étude pour l'Europe, mais en 2017, en France, on a cette loi qui permet justement, ce que j'appelle moi, de faire des achats vraiment responsables. Là, on intègre une deuxième dimension, qui est la dimension people, en dehors de profit. Et là, ce devoir de vigilance, notamment, je prends l'exemple des entreprises de vêtements, n'ont plus le choix, elles doivent aujourd'hui faire attention à ce qu'elles achètent et où elles l'achètent, notamment pour faire attention à cette chaîne de valeur et au respect de l'humain dans cette chaîne de valeur. Là, on est dans une temporalité qui est déjà plus longue. Moi, quand on parle des people, je trouve qu'on est tout de suite, plutôt que dans l'année, on est dans les 10 ans. Hein. Je vais faire une petite image rigolote, mais un mariage en France, c'est une dizaine d'années. L'ancienneté d'un salarié dans une entreprise, c'est une dizaine d'années. C'est le temps de la personne, finalement, c'est le temps de l'humain. Et puis derrière, je vais prendre la dernière phase, ce que j'appelle moi achat durable, qui est vraiment pour moi le niveau supérieur, qui est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que là, on parle de temporalité à 10 ans sur l'humain. Quand on parle de l'environnement, on est tout de suite sur des temporalités beaucoup plus longues. On est au moins sur le siècle. Hein. Si on prend la demi-vie du CO2 qui réchauffe tant notre atmosphère, c'est une centaine d'années. Si on prend la croissance d'un chêne, c'est une centaine d'années. Donc on a beaucoup plus de mal, ça va être beaucoup plus difficile, mais en tout cas, c'est ça les achats durables, c'est de prendre cette temporalité-là, de prendre en compte, donc bien sûr, le profit et le people, on ne les oublie pas, mais on rajoute la planète. Ce que j'appelle la poche en 3P, people, profit, planète. Et là, dans ces cas-là, un exemple très concret, moi, quand j'étais chez Métro, on a mis en place des achats d'énergie avec une garantie auprès du fournisseur qu'on allait acheter sur 20 ans l'énergie solaire pour qu'ils puissent investir dans des panneaux solaires. Je peux vous dire que demander une autorisation à un siège social de s'engager sur un achat pendant 20 ans, ça nous a pris quelques semaines et ça a été assez compliqué. Ce n'est pas du tout dans les gènes, ce n'est pas la temporalité des financiers qui sont plutôt sur un an. Donc si je devais résumer finalement cette définition des achats durables, moi je mets l'achat durable après l'achat responsable. Après, on utilise les deux parfois de la même façon, mais j'aime bien prendre en compte ce côté qui va au-delà finalement de la moralité que doivent être les achats responsables, mais vraiment de penser durabilité dans le temps long. Pour enchaîner, là, la question qu'on se posait beaucoup de gens, je pense, c'est comment en interne on va pouvoir convaincre nos entreprises. Est-ce que tu as des conseils là-dessus? Je vois qu'il y a une question, Karine, on va peut-être laisser répondre à cette question et après prendre les questions si ça te va. Eh bien, très très bien. Oui, ce que je viens de vous dire, c'est très théorique. Sur le papier, c'est joli, mais comment ça fonctionne en entreprise? Et bien sûr, il faut convaincre. Alors déjà, je pense que via des collectifs comme le vôtre, c'est un vrai sujet. Et en entreprise, de faire travailler l'intelligence collective, le groupe, dans différents services, ça va commencer par ça, de voir les gens convaincus. Et si on prend des choses vraiment plus techniques, moi je trouve que les achats ont un gros avantage, c'est quand on parle de sobriété dans les achats, on parle de gain d'achat, on parle de réduction des coûts. On est vraiment dans les objectifs des acheteurs. Dans la plupart des départements, on va nous demander de faire plus, les achats, le marketing, ou vraiment la finance, il faut du plus, plus, plus. Les achats, finalement, c'est dans leur gène de faire du moins, parce qu'on leur demande de faire des baisses de coûts. Donc finalement, c'est cohérent avec des concepts de décroissance. Je sais que ce mot-là est un peu interdit dans le monde de l'entreprise, mais finalement, si, nous, aux achats, on fait de la décroissance de coûts. Et c'est une bonne chose pour la rentabilité de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Expliquer aux financiers, aux patrons, que ça va aller dans le sens du résultat financier de l'entreprise. Deuxième point, c'est d'expliquer qu'on arrive dans un monde de plus en plus pénurique et que finalement, faire des achats durables, c'est aussi anticiper ces pénuries. Il y en a de plus en plus, elles sont de plus en plus nombreuses, je pense que vous les connaissez tous. Beaucoup de gens achètent des œufs. Amusez-vous à trouver des œufs aujourd'hui en linéaire, surtout des œufs bio au label rouge. Ça devient vraiment une tannée. Et donc, anticiper ces pénuries, ça fait partie de la mission des achats durables et c'est un vrai chemin d'accès dans l'entreprise pour expliquer que finalement, il faut plus de robustesse et un peu moins de performance. Je prends un exemple tout bête. On a eu la pénurie des semi-conducteurs à une époque. Sans semi-conducteurs, pas de voiture. Si vous allez en voiture à votre travail le matin, la moindre pénurie sur un objet de la voiture, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus de déplacement. Vous y allez en vélo ou mieux encore, vous y allez à pied. Là, on est vraiment dans un SMA robuste qui sont à la fois économiques et robustes, donc qui permettent finalement à l'entreprise de continuer. Et le troisième point, je dirais, alors là, des fois, c'est plus compliqué, mais c'est aussi un chemin intéressant, c'est de développer la vision à long terme.
C'est plus facile dans des groupes familiaux ou des PME qui ont une vraie vision patrimoniale de leur entreprise. C'est plus compliqué des fois avec des actionnaires ou en tout cas avec des salariés. Mais donner une vision à long terme, c'est hyper important. Les achats, c'est du one-shot. On parle souvent du TCO, c'est le Total Cost of Ownership dans les achats, c'est le coût complet d'un achat. Là, on est plus sur de 1 à 10 ans. Ma voiture, elle me coûte à l'achat, mais elle me coûte aussi en termes de consommation, d'assurance, de revente. Donc, on prend tout ce compte-là et qui peut avoir vraiment des effets bénéfiques pour les finances de l'entreprise. Et si on va encore plus loin, dans les achats durables, c'est prendre l'ACV, l'analyse du cycle de vie dans mon process achat. Parce que demain, si j'ai plus de matière première, je n'aurai plus de business. Alors que protéger ma matière première, je ne prendrai pas l'exemple, si je peux le prendre, le plus simple, c'est aujourd'hui, vous regardez les eaux en bouteille comme Perrier, la source est dégradée, demain le business il va s'arrêter. Donc si on ne protège pas finalement sur le long terme notre source, c'est l'entreprise même qui peut disparaître. Donc ces 3 arguments, la sobriété, l'anticipation des pénuries, et puis la vision à long terme, sont, je pense, 3 vraiment chemins d'accès intéressants pour convaincre en interne. Ok, merci, c'est très clair. Moi, j'ai une dernière question. Je vais peut-être laisser les autres d'abord poser leurs questions s'ils en ont. Oui. Et après, je compléterai avec la mienne, mais on va favoriser la question des gens. Karine, j'ai vu que tu avais levé la main. Si tu veux y aller, la place est à salut toi. Thibaut. Bonjour. Bonjour Karine, on se connaît Karine. Oui, on se connaît. J'ai vu achat responsable, donc je suis venue et puis bon, j'ai vite compris. Pour revenir à ce que tu disais sur achat durable et achat responsable, est-ce que tu commences aussi à parler d'achat régénératif? Parce que je vois qu'il y a Alors, quand même, il commence à y avoir des sujets là-dessus. J'arrive pas trop à savoir combien c'est concret et ça m'intéresserait d'avoir ton point l'achat de vue là-dessus. régénératif, j'ai envie de dire, c'est le niveau encore supérieur. Ça veut dire que là, c'est même plus que ça dure longtemps, c'est que ça dure tout le temps. Donc, on pourrait aller encore au niveau supérieur. C'est vrai que ce mot, et je suis à la Regen School en ce moment là, donc c'est un terme que je comprends bien et en tout cas que je trouve intéressant. Et de toute façon, on n'y est pas encore. Hein. Clairement, les achats responsables, c'est le début. Les achats durables, il n'y a encore quasiment personne vraiment dessus. Bien évidemment, l'étape d'après, on peut le faire ponctuellement dans certaines entreprises. Un producteur qui fait du bio, qui respecte tout au niveau de sa production, qui utilise de l'eau de pluie. Bon, il y a déjà des gens qui font du régénératif. Après, pour le développer au niveau, notamment grande entreprise, c'est quand même plus compliqué, mais c'est le chemin qu'il faut prendre. Ok, merci. Mais oui, c'est compliqué aujourd'hui. Et vous n'allez pas trouver beaucoup d'exemples d'entreprises du CAC 40 en France ou alors même au niveau international qui le font. Ils le font. Un business régénératif n'existe pas encore pour moi dans les grands groupes. Si quelqu'un a une question, vous pouvez la poser dans le chat ou allumer votre micro. Je vous laisse quelques secondes, sinon moi, j'enchaînerai de mon côté. J'entends un micro qui s'est activé, mais je ne sais pas si c'était une erreur ou si c'est une question. Moi, j'ai une question sur les consommateurs, mais je ne sais pas si vous allez la couvrir après. Vas-y. C'est-à-dire, on peut y aller. On peut essayer. Thibaut, moi, je travaille chez Danone, donc, oui. Donc je comprends bien les enjeux et je travaille notamment sur les enjeux sustainability. Et la grosse question qu'on a, c'est comment faire valoir la sustainability auprès des consommateurs. Si je prends l'exemple du packaging, utiliser un packaging qui est fait en plastique recyclé, ça coûte plus cher que d'utiliser du plastique vierge. Mais aujourd'hui, c'est dur de valoriser, en fait, d'un peu répercuter aussi le coût. Et les consommateurs, finalement, achèteront pas forcément plus parce qu'une bouteille est faite en plastique recyclé versus une bouteille en plastique normale. Donc, et pareil, si je prends l'exemple peut-être un peu moins, parce que sinon vous pouvez me répondre qu'on peut ne plus utiliser de plastique, mais si je prends un exemple sur les yaourts et l'utilisation de l'agriculture régénératrice dans nos fermes, etc., pour produire nos yaourts, est-ce que nos consos sont prêts à payer un peu plus cher pour un yaourt avec de telles pratiques? Aujourd'hui, c'est compliqué à faire valoir, je trouve. C'est très compliqué, et si je peux juste faire une remarque là-dessus, oui, quand on regarde la consommation, on a regardé 2021, 2022, on a eu de grosses inflations alimentaires, on est à peu près à 25% d'augmentation du panier moyen des consommateurs. Hyper compliqué, le bio se casse la figure, les gens reviennent vers des produits plus premier prix, parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. Le bio a l'air de se reporter un peu mieux ces dernières semaines. Je pense que de toute façon, pour convaincre, et sinon on reste dans le triangle de l'inaction que tout le monde connaît en permanence, mais pour convaincre le consommateur, il faut qu'il se sente concerné. Aujourd'hui, il y a certains produits qui ont des problèmes de pesticides, des problèmes de microplastiques.
Et si demain, on veut manger correctement et ne pas être malade, de toute façon, il va falloir que les gens prennent en compte ces réalités-là. Clairement, c'est encore compliqué aujourd'hui. Il y a un vrai chemin à faire. Et c'est vrai que même pour une entreprise comme Danone, peut-être que demain, Danone sera vendeur de yaourtières solaires avec des ferments lactiques pour que les gens fassent leur propre yaourt à la maison. Il est probable que dans 50 ans, le modèle change tellement qu'il arrive à des choses comme ça. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est comment je réduis l'emballage, comment j'amène les clients. Et c'est vrai que c'est progressif. Faire des achats durables, entre guillemets, on ne claque pas des doigts, bien évidemment. Et il faut se confronter à la réalité du marché. Je suis d'accord là-dessus. Mais il n'y a pas de recette miracle. Par contre, je pense que la formation, l'information, la communication, quand vous expliquez aux gens que c'est bon pour leur santé, ça ne marche peut-être pas du premier coup, mais il y a un moment, quand vous voyez votre voisin, votre enfant, qui a un cancer, qui est malade, et on sait qu'il y a un lien direct avec certains produits, ben, ça fait quand même avancer la cause, et heureusement. Parfait. On a le temps pour une dernière question. J'en ai une s'il faut. Si quelqu'un en a une autre, c'est encore mieux. Comme ça, ça peut répondre à vos questions. Pareil, je vous laisse. Si quelqu'un veut prendre la parole, sentez-vous libre. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui, Moi, je vous entends très bien. Super. Merci beaucoup. Ma question va plutôt dans la disposition du personnel, des services. Donc, comment on peut intégrer cette mise à disposition? Je travaille dans une société où on va mettre à disposition des personnels en insertion professionnelle, donc dans cette stratégie des achats responsables, pour concilier effectivement tout ce qui est performance économique et impact social et durabilité. Donc, voilà, ma question, c'est plutôt pour les services. Et donc, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Si vous pouvez juste me la répéter. Alors, la question, ça va être comment intégrer la mise à disposition des personnels en insertion professionnelle dans une stratégie d'achat responsable. On choisit Alors là, toujours, des achats responsables au niveau des produits en tant que tels, mais au niveau des services, je voudrais savoir comment on se positionne. Alors, c'est sûr que c'est pas simple. Et là, on va parler notamment, je pense que vous parlez aussi du travail et quoi, de tout le salarié inclusif. Comment je fais travailler tout Tout à le fait. monde? Comment, hein? Alors aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a plein de choses qui se font, notamment au niveau de la labellisation. Les entreprises, vous le savez, hein, sont aujourd'hui contraintes d'embaucher des personnes en situation de handicap ou de faire travailler, en tout cas d'acheter des services qui intègrent des personnes en situation de handicap. Je pense qu'en France, on est quand même pas mal en avance. Je ne connais pas assez les marchés autour de nous, mais globalement, en France, on est assez en avance. Et c'est aussi par les labels, par les normes, par les certifications. Ce n'est pas forcément directement sur le produit, mais c'est aussi par toute cette labellisation qu'on va faire avancer le sujet. Hein. Mais après, voilà, je pense que c'est un dossier qui est extrêmement large, là, et on pourrait prendre plein de sujets là-dessus. Mais je pense que les tampons, style label, normes, certification, c'est un bon début pour comprendre ce qu'on achète. Notamment quand c'est du service et qu'on ne voit pas le produit. Merci la beaucoup. CSRD va aussi intégrer ces sujets-là. Hein. Merci. Merci pour cette réponse. Peut-être je te donne une dernière question, la mienne, mais je te demande de faire Très vite. Enfin, si tu peux faire court, ça nous arrange. Ça serait, est-ce que tu aurais des conseils à partager sur la posture adoptée pour arriver en tant que collectif à avoir des résultats non, Concret. pardon, excuse-moi, je t'ai posé la question qui t'est pas adressée à toi, j'ai sauté mes notes. Je voulais plutôt te demander comment on fait pour trouver, est-ce que tu as des tips pour arriver à trouver des achats durables, pour avoir des ressources, des choses comme ça? Est-ce que tu as quelques Oui. conseils là-dessus? Moi, j'ai un super conseil à vous donner, vous le gardez pour vous, hein, c'est secret. Déjà, je vous disais l'approche globale, l'approche holistique, on en a déjà parlé, dans le temps et dans l'espace, avec les 3 P, People, Profit, Planet. Je prends en compte tout ça dans mon appel d'offres, dans mon cahier des charges quand je suis acheteur. C'est hyper important. Et si j'ai un petit tip, ce que je peux vous donner, c'est aller vous renseigner sur les logiques effectuales. On marche beaucoup en logique causale dans notre monde et notre monde capitaliste. J'ai un objectif et je vais chercher les moyens pour atteindre cet objectif. La logique effectuelle, c'est une logique qui a été mise en avant par une chercheuse du MIT il y a quelques temps et qui démontre que les entrepreneurs qui réussissent, notamment au début de leur vie d'entrepreneur, ils font avec ce qu'ils ont. Ça, c'est le premier tips. Ils acceptent certaines pertes quand elles sont acceptables. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, ils tirent parti des surprises. Le quatrième, ils co-construisent. Et le cinquième, ils créent le contexte. Je vous donne un exemple très vite en 30 secondes. Moi, je l'ai fait chez Métro. On avait 6 voitures sur le parking. On a fait avec ce qu'on avait. C'était des voitures de service. On se les est partagées sans aller en chercher d'autres.
On a agi en perte acceptable, on les a partagés au-delà des gens de service, on les a partagés aussi pour remplacer les taxis, les véhicules de location. On s'est rendu compte, donc tiré parti des surprises, que ça fonctionnait bien. On l'a loué pour des besoins particuliers. Le week-end, le soir, j'ai pas besoin de mes véhicules de l'entreprise, je les loue. En plus, je gagne de l'argent pour l'entreprise et je rends service pour pas cher à mon collaborateur. Je co-construis. Une fois que j'ai une flotte en autopartage en entreprise, plus besoin de voitures de fonction, je propose à mes collaborateurs qui ont des voitures de fonction une carte qui leur permet de louer les véhicules qui sont sur le parking. Ça leur laisse plein de budget additionnel parce qu'ils ne le louent pas souvent, quand on est à Paris par exemple. Et ça leur permet d'acheter du train, des vélos pour leurs enfants et d'avoir un vrai budget mobilité douce. Et le dernier, créer le contexte. Quand on fait tout ça, c'est super. On réinvente le monde. Et on est passé dans la presse, on a gagné des concours et finalement on réinvente le monde, on recommunique là-dessus et on réimagine finalement notre futur et le futur devient non pas souhaitable mais finalement réalisable. Donc si j'ai un dernier conseil, allez voir, on n'a pas le temps de le travailler longtemps, mais allez voir ce que c'est que la logique effectuelle et vous verrez qu'on inverse les choses, on part des moyens, on part pas des objectifs et ça change tout. Parfait. Merci beaucoup pour ces présentations et ces réponses. C'était très clair. On va essayer de passer au deuxième sujet. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat. Je peux peut-être y répondre à l'écrit dans le chat. Le deuxième sujet qu'on voulait traiter, c'était les déplacements professionnels. C'est un autre sujet que beaucoup de collectifs sont amenés à traiter avec les achats durables et responsables. Est-ce que Frédéric, tu es là? Je suis là. Ah, tu apparais sur mon écran. Du coup, Frédéric, tu travailles chez l'Agence française du développement. Tu es un des membres fondateurs des premiers collectifs de notre association. Et aussi, tu as participé à un de nos groupes de travail, je ne sais jamais, thématiques sur les déplacements professionnels. Donc, tu es là avec plusieurs casquettes et plusieurs expériences à partager. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter ce que tu as réussi à transformer dans ton entreprise et la manière dont tu as réussi à le faire? Alors, bonjour à tous. Alors, tout d'abord, nous, on a donc ce qu'il faut bien comprendre déjà au niveau de l'AFD, donc l'Agence française de développement, c'est nous, on est basé à Paris et on intervient dans la majeure partie des pays en développement, donc Afrique, Amérique, Asie, et des choses comme ça. Donc, ce qui fait que la thématique des déplacements professionnels nous touchait, nous, de notre côté, uniquement sur les déplacements internationaux. On a très, très peu de déplacements à l'intérieur en national. Donc, ce qui fait que nous, ce qu'on a réussi à modifier déjà en interne, avant tout, c'était, ne serait-ce que ça, c'était la prise de connaissance et que l'ensemble des salariés se rendent compte de l'impact que ça pouvait avoir, en fait, puisque la majeure partie des gens n'avaient pas réellement intégré l'impact de leur déplacement professionnel. Donc, on a d'abord travaillé sur une sensibilisation de l'ensemble des personnes, sensibilisation aussi sur l'impact de la classe, puisqu'en fait, lorsque vous voyagez en avion, déjà, c'est pas forcément super bien, mais bon, malheureusement, on n'a pas le choix. L'impact que peut avoir l'utilisation d'une différence de classe, c'est-à-dire qu'en fait, entre la classe économique, entre la classe premium ou la classe affaires, on va avoir un facteur ça dépend, 1,5, 3, 3, voire même 4, voire même plus, pour la classe affaires. Donc, ce qui fait que les gens se rendent compte à ce moment-là qu'effectivement, faire les voyages en classe affaires a plus d'impact, au-delà du fait que ça aussi dégage du budget, mais ça diminue fortement cet impact. Donc nous, on a travaillé d'abord là-dessus. Ensuite, on a travaillé évidemment sur le quotidien, donc les déplacements domicile-travail. Donc, étant basé sur Paris, c'est plus simple, mais on a quand même on a travaillé énormément sur la mise en place du vélo. On a diminué, on a travaillé pour qu'il n'y ait plus de véhicules de fonction. Donc ça a été relativement simple de convaincre les quelques personnes qui avaient des véhicules de fonction. Et on a développé énormément de vélos. Donc ce qu'on a fait, en fait, on a mis en place des ateliers de réparation, des ateliers de remise en selle très régulières. Et c'est principalement nos actions
à ce niveau-là. Et en fait, au final, ce sur quoi on a le plus de succès, c'est que pour revenir sur les déplacements professionnels, on a réussi, en se faisant rejeter une première fois par la porte, en revenant par la fenêtre, quelque chose comme ça, en changeant un peu les méthodes d'approche, on arrive enfin, là on touche au bout, où l'ensemble de la politique voyage va être revu et on arrive maintenant à faire comprendre tous les enjeux qui sont derrière et à faire accepter aux agents les sacrifices qui seront demandés pour mettre en place une vraie trajectoire bas carbone et donc baisser réellement notre impact. Merci. Je l'ai dit, tu as participé à un groupe de travail sur ces sujets. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur les conclusions? Et je pose directement la deuxième question en même temps. Est-ce que tu pourrais aussi donner des conseils sur la posture à adopter pour arriver à des résultats en tant que collectif? Alors, ce groupe de travail a constitué, était très intéressant, était très varié. Donc, on a travaillé avant tout à mettre en place et en commun l'ensemble de nos politiques voyage pour s'apercevoir qu'il y avait une réelle différence. Donc, ce qui a permis à chacun des collectifs, donc, par exemple pour la mise en place du train ou le recours à des véhicules, de pouvoir se challenger par rapport à d'autres entreprises. Donc, ça a d'abord constitué en un benchmark. Ensuite, les bonnes pratiques. J'admets que effectivement la stratégie, ce que nous racontait, j'ai oublié son prénom, l'intervenant juste avant sur la stratégie. Bien, voilà, bah, j'ai tout oublié déjà. Pourtant, c'était super intéressant. Et ben voilà, en fait, c'est un petit peu ça sur ce quoi on est basé, c'est-à-dire qu'en fait, on a regardé chacun nos moyens et comment on pouvait agir à ce niveau-là. Donc, chacun a mis, voilà, la stratégie effectuelle. Merci, Paul. Donc, on a travaillé à ce niveau-là pour pouvoir partager tous ensemble nos petits tips et justement, vraiment. Euh, pour moi, l'effet principal, il est vraiment la comparaison. C'est-à-dire que il est extrêmement difficile de faire modifier sa propre politique de déplacement quand on cherche juste à la verdir en disant, bah voilà, ce serait bien si on faisait ça, si on mettait ça en place, si on mettait effectivement un forfait mobilité en place, ça serait bien, et si on mettait un forfait mobilité de temps, ça serait bien. C'est difficile de convaincre. En revanche, si on arrive en disant, dans telle entreprise, ils ont mis un forfait de mobilité, il est de temps, ça serait bien qu'on fasse mieux. Dans telle entreprise, le recours à l'avion, c'est uniquement au-delà de X heures de déplacement, ça serait bien qu'on fasse mieux. Et ben en fait, c'est ça qui fonctionne beaucoup plus. Et pour ensuite dire quelles ont été les stratégies qui peuvent être utilisées, typiquement, chez nous, pour être franc, les premières actions ont été menées via le collectif, mais on a été plutôt, on n'a pas eu réellement d'effet, au-delà de l'effet qui était réel de sensibilisation et d'information de l'ensemble des agents. On a un peu changé notre fusil d'épaule, on a réattaqué en passant par les syndicats. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé, entre-temps, il y a eu des élections syndicales, on a créé une section Printemps écologique. On a disséminé divers anciens des collectifs dans différents syndicats pour réussir à se faire un peu entendre. Et de ce fait, en fait, on a un peu, je dirais, noyauté la commission environnement du CSE. Et grâce à ça, on a une action beaucoup plus forte. Et parce qu'on a une voix qui est plus écoutée. Mais je ne dirais pas que c'est pas l'alpha et l'oméga. C'est vraiment un cas particulier de notre entreprise où effectivement la prise de parole des agents, hein, on est un EPIC, un établissement public industriel et commercial, donc je dirais qu'on a une culture plus proche du public que du privé sur certains aspects. Donc, cet élément-là a été plus fort. Voilà. Je pourrais Ok. encore délayer, mais je vais vous laisser Ouais, si bon, vous voulez. si vous avez des questions, déjà merci pour ces premières réponses. Et si maintenant, dans l'Assemblée, nous avons d'autres questions, ça va permettre de compléter. Vous pouvez, comme d'hab, lever la main, prendre la parole spontanément ou la mettre dans le chat, comme vous préférez.
Hermance, tu as été une seconde plus rapide que Paul. Voilà, et je reprends juste le truc pour dire aussi, c'est toujours intéressant, la stratégie effectuelle, je plus sois. En fait, ce qui se passe, donc, la première trajectoire bas carbone, on n'a pas réussi parce qu'effectivement, on s'était fixé l'objectif avant de fixer les moyens. Et là, maintenant, on reprend à l'inverse et on va réussir à avoir beaucoup plus d'effets. Donc, je reprends ça et je pense que je vais l'écrire en fond d'écran sur mon PC pour bien le rappeler. Voilà, excusez-moi. Vas-y, les questions. Moi, j'ai une question rapide qui est en lien avec la présentation que je vais faire juste après sur le Shadow Comex chez Danone. Il y a une initiative notamment qu'on mène avec le CSE pour avoir des voyages plus durables et on avait aussi l'idée des déplacements professionnels. Et je voulais savoir comment vous aviez vendu l'idée en interne, par exemple d'avoir des déplacements professionnels qui se fassent en économie plutôt qu'en business. Et pareil pour le CSE, nous, du coup, dire aux gens, bah, finalement, vous pouvez pas aller voyager au Japon 4 fois moins cher parce que c'est plus durable d'aller en France au fin fond de la Creuse. Comment on fait pour vendre un peu cette Alors, idée-là aux employés? Alors, c'est simple, non. En fait, pour la partie CSE, effectivement, le seul moyen qu'on a réussi pour éviter de faire des voyages à droite à gauche, pour éviter d'avoir des goodies qui servent à rien, de choses comme ça, bah, en fait, on n'a pas vraiment eu d'autres méthodes que de noyauter, mais surtout parce qu'on comme on n'a pas pu, vraiment, on continue malgré tout à proposer, enfin, notre CSE continue à proposer ce genre de choses. Là où on insiste beaucoup, c'est on affiche le coût carbone et on essaye aussi de bien faire comprendre que ces possibilités-là sont offertes uniquement aux personnes qui ne voyagent pas. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a, nous, en fonction des postes, il y a beaucoup de personnes qui se doivent de voyager pour leur mission. Et donc, on essaye de leur dire, non, c'est bon, quand tu as suffisamment voyagé dans l'année, essaie de laisser la place au niveau des CSE pour les personnes qui le souhaitent réellement. Pour décarboner nos voyages en classe affaires, ben en fait, c'est très simple. On a essayé de Enfin, très simple. On a constitué un groupe miroir avec l'ensemble des personnes qui représentent un petit peu les personnes qui voyagent le plus. Et on a essayé de déterminer ensemble à quel moment un voyage doit être réellement reposant. Et en fait, on s'aperçoit typiquement que c'est majoritairement les vols de nuit, mais même pas forcément tous les vols de nuit. Ce qui va se passer, c'est qu'un vol de nuit, parce que comme on a beaucoup de... Nous, malheureusement, comme on dessert comme on va dans des pays qui ne sont pas forcément facilement desservis, on a pas mal de correspondances. Et ce qui fait qu'un vol de 4 heures, même s'il est de nuit, par exemple, il n'y a pas forcément particulièrement d'intérêt d'être en classe affaires. Parce qu'en fait, pendant 4 heures, tu ne dors pas. Et qu'il vaut mieux prendre en compte, par exemple, un vol où on va arriver un peu tard le soir, mais le temps d'arriver à l'hôtel, machin et tout, plutôt que tout de suite se dire, parce qu'on part après 10 heures ou qu'on arrive avant 5 heures, il faut que ça soit de la classe affaires. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a montré donc l'impact quasiment uniquement carbone et pas du tout financier pour justement qu'on ne dise pas qu'on passait à cette chose-là pour des raisons financières. Et on a proposé par contre à chaque fois, pour toutes les personnes qui voyagent, le petit avantage qui permet de passer rapidement au niveau des fils, surtout la plus haute lounge disponible dans les différents aéroports. Ça, c'est hyper important. Et aussi, effectivement, des jours supplémentaires, entre guillemets, de récompenses. Mais au final, surtout, c'est qu'on a d'abord mis ça sur une base de volontariat. D'accord? Parce qu'on ne veut pas non plus, au tout début, mettre ça stigmatiser les personnes, mais sur une base de volontariat. Ensuite, il y a, est encore en discussion à voir le fait de rajouter pour les différentes personnes des coussins pour bien dormir et des casques anti-bruit, de leur fournir ça en plus, ou de leur mettre une subvention pour qu'ils se l'achètent eux-mêmes. Et voilà. Mais voilà, on espère avoir pas mal de résultats là-dessus. Ok, trop bien. Je vois qu'il y a 3 mains qui se sont levées. Si ça te va, je te propose Ouais. qu'on entende les 3 questions d'un coup et D'accord. que tu sois une star et que tu répondes à tout ça en 4 minutes.
Ok. Ça te semble possible. Dans l'ordre, je crois que c'est François qui a levé en premier la main, puis oui, vous voyez les mains, mais François, si tu veux y aller. Ouais, salut. Moi, c'est juste un commentaire au-delà de noyauter les syndicats qu'on a essayé de faire aussi chez nous. Et d'ailleurs, voilà, au niveau du CSE, ça a effectivement des effets tout à fait réels. C'est aussi se rapprocher et essayer de convaincre les personnes qui sont au niveau des RSE, qui ont les pouvoirs de décision, parce que sans l'appui des directions et des personnes haut placées, c'est compliqué d'avancer, quoi. En tant que collectif, hein, je parle. Voilà. Tout à fait. Euh, Carlos. Carlos, on va enchaîner les questions. Ouais. Bonjour. Je suis tout neuf dans le groupe, donc très content d'apprendre l'existence. Nous sommes plutôt une entreprise qui cherche à décarboner la mobilité salariée dans les centres denses, donc pas le centre Paris, mais plutôt tout ce qui est en Grand Couronne et au-delà, parce que c'est quasiment toute la France. Quand on regarde les chiffres des trajets domicile-travail en voiture, presque toute la France dépasse 50%. Il n'y a que la métropole du Grand Paris et éventuellement la métropole de Lyon où c'est inférieur à 50%. Donc voilà, c'était juste un petit commentaire peut-être pour Paul, pour les membres, les coordinateurs du groupe, pour éventuellement être à disposition pour échanger sur ce sujet. Là, on est une startup. On a fait un pilote. On est en train de faire un pilote dans les Yvelines pour relier un quartier avec une entreprise à côté. Et donc, on arrive à une réduction des émissions de CO2 de 99% et surtout à permettre à des salariés qui autrement, disons, à rendre les transports en commun plus rapides que la voiture, qui est le sujet sur cette problématique. Donc voilà, c'était juste si quelqu'un est concerné, Ça marche, à disposition merci pour beaucoup échanger. Carlos, tu as bien fait. Sylvain? Oui, donc Sylvain, je suis du collectif Le Roseau pour la société Natran, anciennement GRT Gaz. Un sujet qu'on pousse en ce moment, nous, sur le thème des transports, peut-être avec un succès prochain, mais quand même avec des difficultés, c'est autoriser des transports professionnels à vélo pour un salarié qui va à la gare, qui fait un déplacement ou entre deux sites éventuellement. Jusqu'à présent, ça bloquait complètement pour des questions de sécurité. Voilà, le deux roues est interdit chez nous parce que c'est accidentogène. Voilà. Est-ce que vous avez des expériences d'avoir réussi à dépasser cette difficulté-là et arriver à dire, arriver à dire quoi d'ailleurs pour qu'on ne nous dise pas le vélo c'est dangereux, donc vélo interdit? Alors, nous, on n'a pas eu ce problème. Alors, nous, effectivement, on a des. Le vélo est majoritairement utilisé pour c'est les déplacements domicile-travail. Parce qu'on a 4 sites, on est physiquement sur 4 sites dans Paris. On a plusieurs collègues qui se déplacent dans Paris d'un site à l'autre en vélo, parce que c'est même plus rapide qu'en métro. On n'a pas eu ce genre de problème, de questions posées par des RH. J'ai évité de leur poser la question. Nous, en base, c'est interdit. Donc, on est obligé de la poser si on veut lever l'interdit. D'accord, non, nous, on n'a eu aucune remarque à ce niveau-là. Et même, on s'est même posé la question pour dire, il y a eu une volonté de la part de la direction de mettre en place justement une flotte de vélos électriques pour justement faciliter les transports entre les différents sites. Mais ça s'est bloqué au fait que l'ensemble des sites n'étaient pas en mesure d'installer un parking à vélo spécifique, choses comme ça. Mais non, on n'a pas eu ce problème-là. Donc, je suis désolé. Bon Et courage. si Sylvain, si la question se repose, Sylvain, tu peux peut-être nous envoyer un message après. On peut peut-être demander à notre communauté si quelqu'un d'autre a été dans cette situation. Et sinon, merci beaucoup, Frédéric. Et je propose qu'on passe au troisième sujet. Herman, oui, tu es déjà là, tu as déjà pu poser des questions du coup. Sur le Shadow Comex.
Du coup, Hermance, tu es dans un collectif également, à Danone, tu as pu le dire tout à l'heure. Pareil que pour la première intervention, je te propose de faire un mini point de définition. Qu'est-ce qu'un Shadow Comex et comment est-ce que toi, dans ton collectif, vous le définissez? Yes, merci Massimo. Du coup, nous, l'idée du Shadow Comex chez Danone, c'était d'avoir un plus petit groupe qu'un collectif pour justement avoir accès plus facilement au Comex. L'idée étant d'échanger avec les membres décisionnaires de l'entreprise pour travailler sur des projets qui aident à faire avancer la sustainability chez Danone, des projets assez concrets. Et ça me fait penser, il y a quelqu'un dans le call, je sais plus qui l'a dit, je suis désolée, j'ai pas regardé le prénom, mais le fait que si les big boss tout en haut de la chaîne alimentaire, on va dire, ne sont pas impliqués, c'est aussi plus dur de faire bouger les choses. Donc, on voulait se positionner au plus proche du decision making, on va dire. Et la deuxième raison pour laquelle on voulait un Shadow Comex plutôt qu'un collectif, c'était pour se positionner de manière, on va dire, stratégique plutôt que comme des activistes, parce qu'on était à une période où Danone changeait de leadership, ou aussi la sustainability en général. On passait un peu du fait de parler de responsabilité à parler du fait que la sustainability, c'est important pour le business. Du coup, voilà, on voulait se positionner un peu plus de cette manière-là. On a changé notre nom, on ne s'est pas appelé Shadow Comex, on s'est plutôt appelé le Youth Impact Committee pour deux raisons. La première, c'était que se positionner comme un Shadow Comex, ça a été vu, enfin on a eu du feedback comme quoi ça pouvait être vu comme un peu pompeux ou un peu les jeunes qui jouent dans la cour des grands. Donc on a changé pour un nom avec un peu plus d'humilité, on va dire. Et on voulait aussi un nom qui résonne avec la Danone Impact Journey, qui est notre Sustainability Roadmap, enfin notre feuille de route, pardon, désolé pour tous les anglicismes, notre feuille de route développement durable chez Danone. Donc voilà, donc on a mis le mot impact dedans. Et comment on fonctionne de manière concrète? On est une dizaine de jeunes professionnels. On a mis la limite à moins de 35 ans, qui est la définition de ce qui est considéré comme jeune aux Nations Unies. On a environ 5 ans d'expérience, donc assez d'expérience pour être dans une position de leadership, mais aussi assez jeune, entre guillemets, pour permettre d'apporter une perspective un peu nouvelle. Et là, je veux faire un disclaimer direct pour les plus de 35 ans. L'idée, c'est pas de dire que quand on a plus de 35 ans, on peut pas apporter des perspectives nouvelles, mais c'est plus que nous, on se disait qu'en se positionnant en tant que jeune, il y avait peut-être aussi un peu moins l'aspect politique et qu'on pouvait plus se permettre de poser certaines questions de manière peut-être un peu naïve, je vais dire. Mais donc voilà, c'est un positionnement juste qui nous permet peut-être d'ouvrir un peu plus la discussion. L'idée, c'était aussi d'avoir plusieurs fonctions et départements représentés pour avoir une vision à 360. Donc aujourd'hui, on a des représentants qui viennent du secrétariat général, de la finance, du marketing, de l'innovation, opération, etc. Et en termes de diversité de profil aussi. Donc, on n'est pas encore vraiment arrivé à ce qu'on voulait faire, notamment parce qu'on voulait une diversité de genre, mais en fait, on est à 90%, voire 99% des femmes. Bon, pour une fois, c'est dans le sens inverse, donc voilà, on va pas trop se plaindre, mais tout de même, on pense que c'est important d'avoir des hommes à notre table. Et une diversité en termes de nationalité, on est beaucoup de Français parce qu'on est dans les équipes, on est au siège, qui est à Paris. Mais notre rêve, c'est vraiment d'apporter la structure au niveau local. Et en termes de logistique, on se réunit toutes les 2 semaines pour faire un point entre nous. Et on voit une fois par trimestre le CSO, qui est donc un membre du COMEX, dans lequel on fait un mix d'updates sur les projets et de Q&A un peu informel qu'on appelait, qu'on voulait appeler What the fuck. On s'est dit que c'était peut-être un peu too much, mais vous voyez un peu l'idée. Ah, ouais, on revient. Et deuxième question, après je prendrai plutôt les questions de la salle et je compléterai s'il faut. Ouais. Comment vous, ça s'est passé pour le mettre en place? Comment ça s'est fait? Du coup, déjà, je pense que c'est important de mentionner que c'est pas la première initiative au niveau sustainability qui existe chez Danone. Il y a eu beaucoup de collectifs avant qui ont été fondés, mais il me semble que c'est le premier Shadow. Et l'idée, en fait, moi, j'avais vu que ce genre d'initiative existait plutôt côté business. J'avais vu notamment celui d'Accor. Et en fait, j'ai eu une nouvelle collègue il y a 2 ans qui venait de chez Nestlé et ils avaient fait ce Shadow Comex
niveau sustainability. Et après, il y a eu un peu un enchaînement de circonstances doublées d'une très forte volonté de notre part. Mais donc, j'ai su que ce Shadow existait chez Nestlé. On a eu les 50 ans du double projet de chez Danone, qui est notre ligne directrice en termes de allier performance et sustainability. Et on a eu une rencontre de jeunes venant de divers départements autour du COMEX qui gérait les ressources humaines. Donc ça m'a permis de constituer le premier groupe. Et après, pour pousser l'idée, j'ai eu pas mal de chance qui était que je m'entendais très bien avec Moins+2, qui était super emballé par l'idée, qui connaissait bien notre CSO. Donc, ça nous a permis d'avoir accès directement à certaines sphères chez Danone, on va dire, pour pouvoir pitcher notre projet avec des sponsors. Et aussi, notre CSO était super ouvert à l'idée justement de faire un peu quelque chose de nouveau. Voilà. Moi, il me reste une question, mais si quelqu'un d'autre en a une et aimerait passer devant moi, Ah j'en vois je une qu'il y crois en a que une dans le Sylvain chat vient à de... l'instant. Ouais. Je la lis à voix haute peut-être. Ce Shadow Comex a réussi Ouais. à passer à des idées, faire lancer des actions, point d'interrogation. Alors, on a pu lancer ce qu'on appelle des quick wins. Donc, par exemple, on a poussé pour avoir davantage d'options végétariennes à la cantine, parce qu'on trouvait qu'il y avait beaucoup de viande. On a aussi réussi à mettre en place ce qu'on appelle des barbecue cards. L'idée, c'est de pouvoir équiper tous les Danoners avec des petites, avec des messages clés sur ce qu'on fait en sustainability pour qu'ils puissent être des ambassadeurs de ce qu'on fait chez Danone en externe pour expliquer à des dîners entre amis, etc., à leur famille, des choses comme ça. On a aussi participé à des focus group pour les catégories eau et produits laitiers quand ils voulaient comprendre comment communiquer la sustainability en externe et notamment aux jeunes. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on a aussi un projet avec le CSE pour avoir des options de voyage plus vertes, mais ça, c'est encore en cours. Et on a aussi lancé des projets plus stratégiques à moyen, long terme. On a regardé la faisabilité d'avoir des STIs, donc des objectifs sustainability de la personne la plus junior chez Danone à la plus senior. C'est déjà le cas pour notre CEO, nos membres du COMEX et une partie du leadership, une grande partie du leadership, mais au niveau plus junior, c'est pas trop le cas, donc on s'était dit que ça pourrait être bien d'avoir ça. Mais en toute franchise, c'est vrai que les quick wins, ils sont assez faciles à avoir, entre guillemets. Les projets plus stratégiques que nous, on trouve aussi plus intéressants et impactants, ils sont plus durs à obtenir et plus longs parce que on a besoin d'avoir de la légitimité, de pouvoir arriver, d'avoir notre légitimité, de pouvoir aller parler à certaines personnes assez haut placées qui sont les décisionnaires. Donc voilà, il faut bien pitcher ses idées, quoi. Parfait. Si quelqu'un a d'autres questions, n'hésitez pas à lever la main. Pareil, comme ça, c'est plus rapide. Reprendre la parole. Si personne n'a levé la main, allez-y. Sentez-vous libre. Ouais, vas-y, Violette, j'ai vu que tu avais levé la main. Oui, bonjour, merci. Dans mon collectif, on est un peu confronté à la même problématique avec une existence qui s'est créée au siège à Paris et qui peine à se développer sur nos autres sites en France, avec notamment une problématique avec un site plus industriel qui ne se sent pas concerné par les messages qu'on souhaite porter, nous, dans les bureaux parisiens. Est-ce que, du coup, je comprends que c'est un peu la même chose là avec pas collectif, mais Shadow Comex. Quelles sont les pistes que vous envisagez pour vous ouvrir justement à vos autres sites? C'est une hyper bonne question. En fait, pour moi, c'est juste une question faut trouver la personne sur place qui est engagée et faut arriver à la trouver déjà et ensuite à l'onboarder. Nous, c'est vrai que quand même, les gens qui rejoignent Danone, en général, ont déjà la fibre développement durable, donc c'est pas hyper dur de les convaincre.
sauf si on leur dit que faire une initiative, ça prend énormément de leur temps, etc. Mais dans l'ensemble, ils sont quand même assez engagés. Du coup, pour moi, ma recommandation, ce serait d'essayer de se connecter avec ces sites-là pour voir s'il n'y a pas déjà des initiatives qui existent ou s'il n'y a pas des personnes un peu engagées sur le sujet qui peuvent être un relais de ce collectif, quoi. Ok, merci. On va essayer ça. François, j'ai vu que tu avais levé la main. Si tu veux, je peux y aller. Si tu veux. Ouais, j'aurais une question. Alors, au niveau des projets impactants, est-ce que vous avez cherché à faire évoluer le business model de l'entreprise en insistant sur les risques auxquels vont être confrontés ces types d'industries? Je pense à toutes les crises environnementales, la raréfaction des matériaux, raréfaction de l'eau, tous ces trucs-là. Très bonne question aussi. Honnêtement, sur tout ce qui est... en fait, c'est des sujets qui sont déjà pris en charge par les équipes sustainability. Enfin, moi, je travaille de manière très proche avec eux. Et par exemple, sur l'eau, on met en place des projets autour de nos usines avec plein de parties prenantes, que ce soit des ONG, les gouvernements ou les administrations publiques ou d'autres entreprises pour justement protéger l'eau, etc. Sur le plastique, on fait aussi en sorte de faire évoluer le business model, que ce soit en utilisant des matériaux recyclés ou en faisant partie de coalitions comme la Ellen MacArthur Foundation. On travaille beaucoup sur ces sujets-là, sur comment avoir plus de réglementation pour assurer une économie circulaire et éliminer le plus de plastique possible dans la nature. Nous, en tant que Youth Impact Committee, on a le seul projet qu'on a vraiment poussé là-dessus, c'était d'enlever le plus de bouteilles d'eau possible dans nos bureaux et de les remplacer par les grosses bonbonnes. Ça, c'est le projet sur lequel on a le plus poussé. Je vois qu'il y a une autre question qui a atterri. Si ça répond à ta question, François, je vois qu'il y a une autre question qui est Ouais, arrivée. je peux la prendre si tu veux, Vas-y, ouais. Massimo. Et je veux bien avoir ton avis, Hermance. Donc la question, c'est un collectif dissous par la direction et remplacé par un système de volontariat, je sais pas qui c'est, contrôlé donc par la direction. L'ambition n'est pas la même, le responsable RSE en est exclu. Comment rétablir quelque chose dans son entreprise? La seule solution que je vois, c'est de passer par un collectif au sein du CSE. Qu'en pensez-vous? Je te partage déjà l'exemple on a eu plusieurs collectifs qui sont passés par la commission environnement de leur CSE. La commission environnement peuvent y siéger des non-élus. C'est une bonne manière de potentiellement protéger le collectif dans ce genre de cas. On a aussi effectivement déjà eu des collectifs qui sont devenus des coquilles vides de cette manière-là, qui du coup ne sont plus des collectifs au sens de l'assaut, enfin on les garde pas dans le réseau. Pas de commission environnement, et bien ça se crée. C'est une décision du CSE pour créer une commission environnement, a priori je crois, parce que quelqu'un ici peut me contredire, mais je crois pas que la direction puisse décider de quelle commission se dote un CSE. Et donc ça se crée. Et là-dessus, une manière aussi d'interagir avec les CSE qui fonctionne, c'est que ça peut aussi, pour eux, un argument pour les convaincre, ça peut leur permettre de leur montrer que ça va mener d'autres gens, d'autres profils vers un type d'engagement qu'est le CSE, notamment parce que ça va leur permettre de mieux se saisir de prérogatives qu'ils ont déjà. C'est un argument qui passe beaucoup. Depuis la loi 2019, les CSE ont des prérogatives environnementales. Donc ça peut être une manière de faire. Dans les autres manières de faire, il y a clairement le fait de refonder un collectif dès qu'il y a une opportunité qui se présente. Nous, on a des collectifs qui sont plutôt là pour attendre un terreau plus fertile qui leur permettra de se saisir à la fois d'un changement de direction, d'un changement de marché, d'un changement d'attente des consommateurs, d'un changement d'attente de fournisseurs et de clients aussi. Et ça, on a bien conscience que c'est pas facile pour un collectif d'attendre ce genre de moment et du coup, en attendant, de se préparer. Mais ça peut être une option. Clairement, je ne sais pas si tu as un retour aussi pour cette personne. Et sinon, je conclue. Moi, en fait, ce qui m'inquiète, c'est surtout que ça veut dire que votre direction ne considère pas la sustainability comme un enjeu stratégique ou business pour la boîte. Donc, je me pose juste la question de est-ce que c'est faisable d'infuser cette idée en interne? Et ouais, et en fait, de pouvoir expliquer pourquoi c'est pas juste le RSE en mode sociétal, c'est un nice to have pour avoir un positif impact sur le monde, mais le fait que ce soit vraiment
important pour la résilience du business. Et il me semble que c'est Thibaut qui a dit ça en début de session, en donnant l'exemple de Perrier, mais qui est le même pour une boîte comme Danone, c'est que si les eaux sont polluées, en fait, c'est ton business à la fin qui ne fonctionne plus. Donc, voilà. Merci beaucoup Hermance pour ton témoignage. Merci beaucoup toi, trois témoins. Merci Massimo pour l'animation. Je vais conclure avec le projet pour lequel on est en pleine période de crowdfunding et pour lequel on pitch la semaine prochaine aux Rencontres pour la planète qui sont organisées par One Person for the Planet. Et d'ailleurs, tous les dons sont doublés. Si vous nous donnez 20 euros, c'est 40 euros pour l'association in fine. Donc n'hésitez vraiment pas. On est à toute fin de la campagne, on est à 70%. Donc vraiment, vous pouvez nous aider dès maintenant en donnant, en partageant autour de vous. L'idée de ce projet, c'est de partager des actions qui soient concrètes et qui permettent d'outiller des salariés, quelle que soit leur situation. Des salariés qui sont tout seuls et qui ont envie de transformer leur boîte de l'intérieur à leur niveau, des salariés qui se sont regroupés avec d'autres dans un collectif ou dans un CSE. Donc le but sera aussi d'avoir des retours d'expérience concrets comme ceux que vous avez pu avoir aujourd'hui, d'interroger aussi les limites. On a un peu parlé aussi aujourd'hui, mais c'est aussi un enjeu pour rejoindre ce que tu disais, Hermance. Clairement, il y a des situations où un collectif ne peut rien faire. Et nous, on n'est pas là pour forcer les gens à avoir une action qui serait inefficace pour eux. Il y a d'autres manières d'agir dans ces cas-là, dans leur sphère personnelle ou citoyenne. Donc vraiment, notre but est d'être transparent sur ces actions-là. Donc si vous voulez que ce projet advienne, n'hésitez vraiment pas à donner. Vous avez normalement le QR code qui s'affiche, si j'ai bien fait mon boulot de partage d'écran. Concrètement, on va vous repartager ce lien dans le mail recap. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions sur ça, et ça nous aide. Merci à tous et toutes. Merci. 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 Merci beaucoup, bonne journée.